Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire dédié aux mesures législatives et réglementaires pour 2025. Donc, je suis Marina Pressard, expert juridique, et pour cette présentation, donc, je suis accompagnée d'Aude Rousseau, également expert juridique au sein de l'URSSAF Centre Val-de-Loire. Alors, nous serons également assistés par Marianne Lamouche et Caroline Poupin du service juridique de l'URSSAF qui répondront à vos questions dans la zone de chat tout au long de ce webinaire. Alors, seules les questions appelant des réponses publiques seront publiées. Nous ne traiterons pas les demandes individuelles. Et dans l'éventualité où nos chatteurs ne pourraient pas répondre à toutes vos questions, faute de temps, sachez que les réponses vous seront apportées ultérieurement dans une foire aux questions. Et enfin, et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous informons que ce webinaire est enregistré. Le replay sera accessible sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Centre Val-de-Loire et le support de présentation ainsi qu'une enquête de satisfaction vous seront envoyés également à l'issue de ce live. Alors, nous avons choisi de scinder la présentation en deux grands thèmes. Tout d'abord, les actualités concernant les employeurs et ensuite, nous aborderons les actualités concernant les travailleurs indépendants. Premier temps, les évolutions relatives aux cotisations et aux contributions sociales. Alors, pour commencer, on va évoquer la contribution assurance chômage. Il est à noter qu'il y a eu une baisse du taux de cette contribution qui s'élevait jusqu'à présent à 4,05% et elle a été abaissée à 4% depuis le 1er mai dernier. Donc, cette diminution en fait est due à la suppression de la contribution exceptionnelle temporaire de 0,05% qui existait depuis octobre 2017. Alors, ce changement de taux, il va aussi avoir une incidence sur la valeur T pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations. Toujours concernant l'assurance chômage, il faut savoir que le dispositif de bonus-malus est prolongé jusqu'au 31 août 2025. Alors, un petit rappel sur ce dispositif, en fait, il s'agit d'une modulation du taux d'assurance chômage qui a été mise en place avec pour objectif de limiter le recours excessif aux contrats à durée déterminée, aux contrats courts en tout cas, et de ce fait à inciter les entreprises à proposer des CDI. Alors, le bonus-malus ne s'applique pas à toutes les entreprises. Il va s'appliquer uniquement aux entreprises de 11 salariés et plus, et uniquement relevant aussi de certains secteurs d'activité. Alors, la baisse du taux de la contribution d'assurance chômage va aussi avoir une incidence sur les taux planchers en fait, du bonus-malus, qui, à compter du 1er mai 2025, vont être donc de 2,95% au minima pour le bonus, jusqu'à 5% pour le malus au lieu de 5,05% auparavant. Alors, nous allons évoquer maintenant la contribution OETH, donc obligation emploi des travailleurs handicapés, qui, elle, est due par les entreprises de 20 salariés et plus. Ces entreprises ont en effet l'obligation d'employer au moins 6% de travailleurs handicapés. Si ce n'est pas le cas, ils vont être redevables d'une contribution annuelle. Pour déterminer cette contribution, de manière transitoire, en fait, pour la période de 2020 à 2024, en complément des dépenses qui étaient prévues par le Code du travail, il était possible de déduire diverses dépenses qui étaient regroupées en fait autour de 3 thématiques. La première thématique, c'était les événements, c'est-à-dire la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés dans l'entreprise. La deuxième thématique concernait les dépenses liées au partenariat par voie de convention ou d'adhésion avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l'employeur accueille ou embauche, alors à l'exclusion par contre des participations aux opérations de mécénat. La troisième thématique concerne les actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d'aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés,
ainsi qu'au développement des achats auprès de ces acteurs. Pour 2025, le décret vient pérenniser la possibilité de déduire de la contribution annuelle au ETH les dépenses liées au partenariat. En revanche, les deux autres types de dépenses, donc les événements et les actions concourant à la professionnalisation, donc ces deux autres thématiques, ne sont pas reprises. Alors, cette suppression, elle sera appliquée à la contribution, donc qui sera payée en 2026 au titre de l'année 2025. Alors, la loi de finances pour 2025 vient également instaurer un versement mobilité, cette fois-ci régional, donc au profit des régions et dans le but de financer des services de mobilité. Alors, cette contribution, elle viendra en plus du versement mobilité classique qui peut exister déjà dans certaines zones de mobilité. Le taux de ce versement mobilité régional sera fixé par délibération du Conseil régional. Et donc ce taux sera au maximum de 0,15% de la masse salariale. Il faut savoir qu'une partie de ce versement mobilité régional sera reversée au profit des autorités de mobilité qui sont présentes en région. Alors après, en ce qui concerne le seuil d'assujettissement, il a été décidé de le calquer sur celui déjà existant pour le versement mobilité, on va dire classique, à savoir que cette contribution va être due par les employeurs ayant un effectif d'au moins 11 salariés. Concernant le décompte de l'effectif, il convient également de retenir les mêmes règles que pour le versement mobilité classique. Alors, pour les modalités de déclaration, elles sont toujours en cours de définition pour le moment. La loi de finances donc, institue également une hausse de la contribution patronale qui est due sur les actions gratuites. Et donc, on revient à un taux qui était applicable déjà avant 2018, c'est-à-dire au taux de 30%. Donc ce taux de 30%, il est applicable depuis le 1er mars 2025. Il est important de préciser que le fait générateur de cette contribution est la date d'acquisition des actions par le salarié et non pas la date d'attribution. Concernant les modalités déclaratives, cette fois-ci on a un CTP bien particulier qui est défini et c'est le CTP 268. Donc je vais à présent laisser la parole à Aude qui va vous présenter les nouvelles modalités d'évaluation des avantages en nature. Alors une nouvelle mesure qui n'est pas liée aux lois financières de cette année, mais qui est liée à la parution d'un arrêté du 25 février 2025, donc qui s'applique à la fois pour le régime général et le régime agricole. Donc deux nouvelles modalités d'évaluation d'avantages en nature pour les véhicules, avec une date d'entrée en vigueur au 1er février 2025, qui va conditionner l'application des anciennes règles avant cette date et des nouvelles règles à compter du 1er février 2025. Donc pour mémoire, on parle d'avantages en nature pour un véhicule quand il y a une mise à disposition permanente avec un usage personnel pour le salarié. Donc on va considérer que la mise à disposition du salarié, elle est à compter de la date d'attribution qui est fixée par l'accord qui est conclu entre l'employeur et le salarié. Donc pour vous donner un exemple dans la présentation, on vous dit que par exemple un véhicule qui aurait été acheté par l'employeur avant le 1er février 2025 et qui serait mis à la disposition du salarié après cette date, il se verra appliquer les nouvelles règles, y compris si le véhicule était déjà à la disposition d'un autre salarié avant cette date. C'est bien la date d'attribution entre l'employeur et le salarié. On vous précise aussi que pour les mandataires sociaux, ce sera la même règle d'évaluation d'avantages en nature que pour les salariés. Alors, si on rentre un peu plus concrètement dans les changements, c'est-à-dire que pour un véhicule qui a... alors, on est toujours sur véhicule d'au plus 5 ans ou véhicule de plus 5 ans pour faire le distinguo. Donc, sur ces nouvelles règles, si on est sur le cas d'un véhicule qui a été acheté, où on n'a pas de prise en charge du carburant par l'employeur, si on est sur un véhicule qui a moins de 5 ans, on sera sur une évaluation à 15% du coût d'achat,
Auparavant, on était à 9%. Si le véhicule a plus de 5 ans, on sera désormais sur une évaluation à 10% du coût d'achat contre 6% auparavant. Si on est dans le cas d'un véhicule acheté avec la prise en charge par l'employeur des frais de carburant, véhicule de moins de 5 ans, vous voyez que nous sommes à 20% du coût d'achat contre 12% auparavant. Pour un véhicule qui a plus de 5 ans, ce sera 15% du coût d'achat contre 9% auparavant. Et dans le cas d'un véhicule loué ou en location avec option d'achat, quand on est sans prise en charge du carburant par l'employeur, le forfait est désormais à 50% du coût global de la location contre 30% auparavant. Et pour un véhicule loué ou en location avec option d'achat avec la prise en charge des frais de carburant par l'employeur, le forfait atteint désormais 67% du coût global de la location, au lieu de 40% auparavant. Donc c'est quand même une forte différence et ça vient quand même impacter les entreprises par rapport au calcul qui était fait auparavant. Alors, il y a également des nouveautés concernant les véhicules électriques dans cet arrêté du 25 février 2025. Donc avec toujours cette date du 1er février 2025 pour l'application des nouvelles règles. Donc si la mise à disposition s'est faite jusqu'au 31 janvier 2025, nous sommes sur les anciennes règles, c'est-à-dire un abattement de 50% qui est applicable à la valorisation de cet avantage en nature, dans la limite de 2 000 € et 30 centimes. Pour une mise à disposition à compter du 1er février 2025, il faut distinguer si on prend en charge cette évaluation sur une valeur réelle ou une valeur forfaitaire. Lorsqu'on évalue sur la base de la valeur réelle, l'avantage il sera calculé comme pour avant le 1er février, c'est-à-dire avec l'application de l'abattement de 50% dans la limite de 2 000 € par an. Par contre, si on est sur une évaluation forfaitaire, là, l'avantage sera calculé avec un abattement de 70% dans la limite de 4 582 € par an. C'est-à-dire que l'avantage en nature sera plus avantageux désormais qu'il ne l'était auparavant. Alors, par contre, le bénéfice de cet abattement de 70%, il est désormais conditionné à un critère d'éco-score minimum. Donc, on vous précise que cette condition doit être vérifiée le jour de la mise à disposition. Donc, cet éco-score minimum, il est mis en place pour favoriser les véhicules électriques plus propres et parce qu'ils sont notamment produits en Europe. Donc, si vous souhaitez savoir si le véhicule en question a un critère d'éco-score suffisant, il y a un simulateur qui est mis à disposition pour pouvoir vérifier le score minimum. Ensuite, nous avons encore une mesure qui concerne les avantages en nature pour les bornes électriques, donc qui sont prolongées pour 3 ans. Ce sont les mêmes règles qui existaient déjà auparavant. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'évaluation de l'électricité quand c'est fourni sur le lieu de travail par l'employeur. Et lorsqu'on est dans le cas de la mise à disposition d'une borne sur le lieu d'habitation du salarié, l'avantage en nature continue à être évalué au moment de la fin du contrat de travail du salarié. Donc, si vous voulez retrouver les règles applicables, je vous invite à consulter le bulletin officiel de la Sécurité sociale où toutes les modalités sont bien définies dans une rubrique dédiée. Passons désormais aux mesures d'exonération. Tout à fait. Alors, on va commencer par la prise en charge des frais de transport public, puisque la loi de finances vient prolonger pour l'année 2025 les exonérations dont bénéficient les employeurs prenant en charge les frais de transport public de leurs salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au 31 décembre 2025, la limite totale d'exonération de la prise en charge des frais de transport en commun peut être portée à 75% du coût de l'abonnement lorsque l'éloignement du domicile repose sur des convenances personnelles. L'exonération peut même être totale si l'éloignement ne repose pas justement sur des convenances personnelles. Donc l'exonération peut dans ce cas aller jusqu'à 100% du coût de l'abonnement. La loi de finances pour 2025 vient également prolonger l'exonération des pourboires. Ainsi, les pourboires qui sont remis volontairement, donc soit directement, soit après reversement par l'employeur, mais en tout cas remis directement et volontairement
aux salariés en contact avec la clientèle dont la rémunération ne vient pas dépasser 1,6 SMIC. Dans ces cas-là, les pourboires seront exonérés de cotisations et de contributions sociales et également d'impôts sur le revenu. Alors, ce dispositif est également prolongé jusqu'au 31 décembre 2025. On va passer à une mesure qui concerne les zonages. Donc, le nouveau zonage depuis le 1er juillet 2024 qui s'appelle le zonage France Ruralité Revitalisation, donc les ZFRR, qui viennent remplacer les précédentes zones de revitalisation rurale ZRR. Donc, ce passage du zonage ZRR au zonage ZFRR avait eu pour conséquence de retirer quelques communes, enfin un grand nombre même de communes, du bénéfice des avantages qui étaient liés à ce zonage. Donc la loi de finances 2025, elle en a tiré les conséquences en permettant à ces communes de bénéficier rétroactivement des avantages qui sont prévus par le zonage ZFRR en le prolongeant jusqu'au 31 décembre 2027. Restait à paraître un arrêté pour réintégrer les communes concernées. Il est donc paru au 14 avril 2025 et il concerne 2200 communes qui deviennent bénéficiaires du zonage ZFRR, même si elles n'étaient pas intégrées en premier lieu dans ce nouveau zonage. Donc, vous aurez sur le site ursaf.fr, dans la rubrique dédiée aux ZFRR, un lien vers un simulateur qui vous permet de vérifier si la commune concernée est bien en ZFRR ou bénéficie du zonage. Sachant qu'en tout cas, pour les exonérations sociales, qu'on soit en ZRR avec effet ZFRR ou en ZFRR directement, cela donne droit aux mêmes exonérations qui sont sur 12 mois pour l'emploi d'un salarié. Une nouveauté aussi au niveau des contrats d'apprentissage, de nouvelles règles qui viennent s'appliquer aux contrats conclus à partir du 1er mars 2025. Donc désormais, la limite d'exonération des cotisations salariales va passer de 79% à 50% du SMIC. C'est-à-dire que la rémunération des apprentis qui excède 50% du SMIC, elle devient donc assujettie à la CSG-CRDS et ainsi que la contribution patronale à la protection sociale complémentaire qui jusqu'ici en était également exonérée. Donc cette contribution patronale rentre aussi dans l'assiette de la CSG-CRDS et se déclare à l'aide du CTP 260. Alors, la direction de la sécurité sociale nous a confirmé que les avenants des contrats existants ne sont pas concernés par cette mesure. Donc, elle s'applique uniquement aux apprentis qui concluent un nouveau contrat avec leur employeur à compter du 1er mars 2025. Et donc, ces contrats conclus avant cette date ne sont pas impactés, et ce, jusqu'à la fin du contrat. On vous précise aussi que pour les apprentis du secteur public, ce sont l'application des mêmes règles. Alors, les jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises de croissance voient leurs règles d'attribution changer. Alors là, c'est plus à titre informatif, puisque ça n'a pas d'impact direct sur l'exonération sociale, mais sachez que, à compter du 1er mars, le seuil de dépenses de recherche qui permet d'avoir ce statut de jeune entreprise innovante, il est relevé. Il passe de 15 à 20% des charges fiscalement déductibles. C'est la même chose pour l'éligibilité au statut de jeune entreprise de croissance, puisque la fourchette des dépenses est également relevée. Elle passe de 5,15% à 5,20%. Donc ces nouvelles dispositions, elles s'appliquent aux entreprises dont l'exercice est clos après le 28 février 2025. On vous rappelle que donc, la qualification de jeune entreprise innovante ou jeune entreprise de croissance relève de l'administration fiscale. Alors, on va évoquer à présent les allègements généraux et notamment la réduction générale des cotisations, puisque la loi de financement donc de la sécurité sociale est venue réformer ces allègements généraux pour les périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025. Alors, l'évolution principale va concerner la prise en compte de la prime de la partage de la valeur pour le calcul de la réduction générale des cotisations. Alors cette prime, également appelée PPV, pour rappel, donc, elle a été introduite en 2022 et elle bénéficie d'un régime social de faveur.
Pour autant, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit que cette prime, cette PPV, doit être prise en compte à la fois au niveau de la formule de calcul pour déterminer le coefficient de la réduction générale, mais également dans l'assiette pour définir le montant de la réduction de charge. Il faut savoir que cette prime de partage de la valeur est prise en compte dans tous les cas, c'est-à-dire qu'elle soit perçue directement par le salarié ou bien qu'il ait décidé de placer cette prime sur un plan d'épargne salariale. Dans les deux cas, la PPV doit être prise en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations. Une exception toutefois qui va concerner que certains salariés et ceux qui sont sortis de l'entreprise avant le 1er mars 2025. Donc pour ces salariés-là, sortis donc avant le 1er mars, la prime partage de la valeur, s'ils en ont perçu une, elle ne sera pas prise en compte pour le calcul de l'exonération de charges. Il est important aussi de préciser que cette mesure, donc l'intégration de la PPV, ne vient concerner que la réduction générale des cotisations et ne concerne pas les autres dispositifs d'allègement. Une précision également concernant le SMIC à prendre en compte pour le calcul de cette réduction générale. Il convient de retenir le SMIC au 1er janvier de l'année 2025, peu importe une évolution éventuelle au cours de l'année. Alors, une réforme est également intervenue concernant les taux réduits de la cotisation patronale maladie et de la cotisation allocation familiale. Ainsi, le taux réduit donc, de cotisation maladie va être applicable aux salariés ayant une rémunération inférieure à 2,25 SMIC au lieu de 2,5 SMIC auparavant. Et le taux réduit d'allocation familiale sera lui applicable aux salariés ayant une rémunération inférieure à 3,3 SMIC contre 3,5 SMIC auparavant. Cet abaissement des seuils est applicable aux périodes postérieures au 1er janvier 2025 et le SMIC de référence, donc le SMIC à retenir pour le calcul, est également celui en vigueur au 1er janvier 2025. Une petite exception, si l'employeur applique une exonération autre que la réduction générale des cotisations. Ça peut être donc une exonération ZRR ou JEI, par exemple. Dans ce cas-là, les taux réduits demeurent applicables aux salariés ayant une rémunération inférieure à 2,5 SMIC pour la cotisation maladie et inférieure à 3,5 SMIC pour la cotisation allocation familiale. Attention, dans ce cas-là, le SMIC qui sera à retenir est celui en vigueur au 31 décembre 2023. Donc voilà pour les allègements de cotisations. Je vais laisser la parole à Aude pour vous présenter quelques mesures diverses. Alors, une mesure qui concerne le décompte des effectifs dans les groupements d'employeurs. Donc, vous savez, les groupements d'employeurs, ils permettent de mutualiser les besoins en main-d'œuvre. Et jusqu'ici, la doctrine prévoyait la règle suivante. Donc, l'effectif d'un groupement d'employeurs, il prend en compte, jusqu'ici, dans le BOSS, tous les salariés permanents et tous les salariés qui ont été liés à la structure par un contrat de mission au cours de l'année. Donc, ces règles changent à compter du 1er janvier 2025. Donc, les salariés mis à la disposition par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif du groupement d'employeurs, sauf pour l'application de la tarification accident du travail et maladie professionnelle. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que la loi de financement de la sécurité sociale supprime aussi la comptabilisation dans les effectifs mis à disposition dans l'entreprise utilisatrice. Donc, pour faire clair, ils ne sont pris en compte nulle part, ni dans l'entreprise utilisatrice, ni dans le groupement d'employeurs, à compter du 1er janvier 2025. Donc, c'est une mesure qui devait normalement entrer en vigueur en 2026 et qui a finalement été avancée par la loi de financement de la sécurité sociale. Une nouveauté aussi en ce qui concerne une expérimentation des dispositifs de partage de la valeur.
Donc, un décret du 5 juillet 2024 met en place une expérimentation d'obligation de mise en place d'un dispositif de partage de la valeur dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal d'au moins 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Donc, ces entreprises doivent mettre en place soit un régime de participation ou un régime d'intéressement, un abondement à un plan d'épargne salariale ou encore le versement d'une prime de partage de la valeur. Donc il faut comprendre que les 3 exercices précédant l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 sont pris en compte pour apprécier si l'entreprise est soumise ou non à cette obligation. Donc c'est-à-dire qu'on remontera jusqu'à l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Et cette expérimentation est lancée pour une durée de 5 ans et prendra fin donc en novembre 2028. On vous précise aussi qu'une obligation similaire existe également pour les structures qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Sachez aussi que la neutralisation du franchissement de seuil ouvert par la loi Pacte ne s'applique pas dans le cas de cette expérimentation. Un question-réponse fait par le ministère du Travail, que vous pouvez retrouver sur le site du ministère du Travail, vous explique l'application de ce nouveau dispositif mis en place à titre expérimental. Alors, nous souhaitions également vous rappeler que pour la première fois, fin avril ou début mai donc 2025, l'URSSAF vous a transmis un compte-rendu métier, mais celui-ci, un compte-rendu métier de rappel annuel. En fait, ce document a pour objectif de vous informer d'anomalies éventuellement constatées au cours de l'année 2024 que vous n'auriez pas corrigées. Alors, nous vous encourageons en fait à consulter ce document, à l'analyser et aussi à procéder en fait aux régularisations. L'objectif étant de sécuriser le plus possible vos déclarations, d'assurer le bon calcul des cotisations, mais aussi de sécuriser les droits de vos salariés. La loi de finances vient aussi renforcer la sécurité juridique des usagers. Ainsi, le Code de la sécurité sociale vient mentionner désormais le BOSS, donc le bulletin officiel de la sécurité sociale. Donc le BOSS en fait vient compiler l'ensemble de la doctrine opposable en matière de cotisation et de contribution sociale. De ce fait, la loi de financement de sécurité sociale vient conférer un fondement législatif au BOSS. Toujours dans le cadre de ce renforcement en fait, de la sécurité juridique des usagers, l'URSSAF a récemment mis en place un service, Mon Conseil URSSAF. En fait, ce service va vous permettre de découvrir l'ensemble des dispositifs pouvant vous accompagner dans vos démarches, et notamment en termes de réglementation juridique. En effet, la protection sociale repose sur une réglementation qui n'est pas toujours facile de comprendre et d'appliquer. Avec Mon Conseil URSSAF, vous pourrez accéder à l'ensemble des dispositifs qui vont vous permettre d'obtenir une réponse à vos questions. Alors, soit par le biais d'une question juridique, c'est-à-dire qu'en cas de doute sur l'application de la réglementation et si vous souhaitez une réponse écrite, vous pourrez, via ce service, poser une question, soit par le biais du rescrit social. Donc là, ça va vous permettre d'interroger l'URSSAF sur l'application précise de la législation relative aux cotisations et contributions sociales. Vous trouverez d'ailleurs le lien vers ce service dans le support que vous avez sous les yeux et dans ce support qui vous sera aussi remis après le webinaire. On va passer à quelques actualités concernant les travailleurs indépendants avec ce qui a occupé déjà l'année dernière la loi de financement de la sécurité sociale, c'est la réforme de l'assiette sociale des travailleurs indépendants et des praticiens auxiliaires médicaux. Donc cette réforme initiée par l'article 18 de la LFSS 2024. Donc cette réforme, elle va aligner la base de calcul de la CSG-CRDS avec celle des cotisations sociales des travailleurs indépendants. En grosse nouveauté aussi, c'est qu'on va remplacer la déduction au réel des cotisations. Elle sera remplacée par un abattement forfaitaire de 26%. Donc cette harmonisation des bases de calcul et ce remplacement par un abattement forfaitaire, tout cela induit donc une baisse de la CSG-CRDS
et en parallèle une augmentation des taux de cotisation qui permettra d'améliorer la couverture des travailleurs indépendants. Donc si l'assiette de la CSG se retrouve réduite, l'évolution s'accompagne d'une évolution des barèmes de cotisation pour pouvoir conserver un niveau de prélèvement globalement constant. Donc si on prend un exemple, si on prend les tranches du barème de la cotisation maladie, désormais toutes les catégories des travailleurs indépendants auront le même alignement. Donc si on prend par exemple les artisans, commerçants, professions libérales non réglementées, auront le même type de taux que les professionnels libéraux réglementés. Et si on prend le taux maladie, par exemple, on aura désormais un taux progressif qui peut aller de 0 à 8,5%, alors qu'auparavant, il allait être de 6,70% pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux non réglementés et de 6,5% pour les professionnels libérales réglementés. Alors, cette réforme s'accompagne d'une précision dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, puisque l'entrée en vigueur initiale était au titre des périodes courantes à compter du 1er janvier 2025. Mais l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale 2025 vient préciser que cette entrée en vigueur, elle est à compter de la régularisation qui est prévue donc, à l'article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit de la date de régularisation des cotisations. Donc, pour 2025, c'est la date d'avril 2026 de régularisation des cotisations. Donc, ce sera finalement une entrée en vigueur à partir d'avril 2026. Il faut aussi savoir qu'il y a un impact direct de la réforme de cette assiette et des barèmes également sur les taux de cotisation des auto-entrepreneurs, puisqu'on a un principe d'équivalence qui est prévu par l'article L613-7 du Code de la sécurité sociale. Donc, c'est-à-dire qu'également, toutes les catégories de micro-entrepreneurs auront aussi une hausse de leur taux de cotisation prévue avec cette réforme, en plus d'autres augmentations de cotisation qui existent déjà depuis 2024 pour certaines catégories, dont nous allons parler tout de suite avec Marina. Effectivement, nous allons évoquer les taux de cotisation applicables aux micro-entrepreneurs. Il faut savoir que ces taux vont augmenter pour les micro-entrepreneurs qui exercent une activité relevant des BNC, donc des bénéfices non commerciaux, prestations de services. Cette augmentation, elle va être progressive sur 3 années. Pour 2025, le taux global de cotisation est fixé à 24,6%. Il sera abaissé à 12,3% si l'entrepreneur est bénéficiaire de l'ACRE. Il convient également de préciser que la répartition par risque des taux de cotisation va être modifiée dans l'objectif en fait, d'ouvrir des droits complémentaires à la retraite pour les entrepreneurs. Et enfin, une réforme dont on a beaucoup entendu parler, c'est la réforme du seuil du chiffre d'affaires pour l'application de la franchise de TVA. La loi donc, de finances réforme ces seuils à compter du 1er mars 2025. Toutefois, il faut savoir que l'application de ces dispositions est suspendue par le gouvernement en attendant des pourparlers avec les fédérations des entrepreneurs. Alors voilà, nous arrivons à la fin des mesures que nous souhaitions vous présenter et nous allons désormais passer à la séquence des questions-réponses. Merci Aude, merci Marina. Nous avons eu pas mal de questions. Alors, je vais essayer de les regrouper par thématique. La première concerne l'avantage en nature des véhicules électriques qui ne respectent pas l'éco-score minimum. Oui. Comment peut-on déterminer cet avantage ? Alors, quand le véhicule ne respecte pas l'éco-score, donc comme je vous ai dit, vous pouvez vérifier cette condition sur un site dédié du gouvernement. Donc, lorsqu'on est postérieur au 1er février 2025, à ce moment-là, on ne peut pas appliquer l'abattement quand on est dans le cas d'un véhicule qui ne respecte pas cet éco-score. Donc, l'éventuelle prise en charge des frais d'électricité, elle ne sera par contre pas remise en cause par l'employeur, mais vous ne pourrez pas appliquer l'abattement de 70%
ni même de 50%, qui est mis en place pour les véhicules électriques. Donc en fait, en pratique, finalement, ça revient à calculer selon les mêmes principes qu'un véhicule thermique. Alors, je pense qu'on tourne toujours, hein, mais je pense que la date du 1er février pose problème. Enfin, en tout cas, interroge. Que se passe-t-il si on change le véhicule fin de contrat de location d'un salarié qui a déjà un véhicule de fonction depuis plusieurs années? Quelles règles s'appliquent? Donc ça va bien être la date de mise à disposition, donc au sens de l'accord formalisé entre l'employeur et le salarié. C'est voilà, du moment qu'il y a un nouvel accord entre l'employeur et le salarié, c'est cette date-là qui fera foi pour la mise à disposition. Une autre question sur les véhicules de ce type. Comment doivent être traités les véhicules hybrides? Avantage en nature électrique ou pas? Alors non, les véhicules hybrides en fait doivent être considérés comme des véhicules thermiques, hein. Les dispositions spécifiques ne concernent que les véhicules exclusivement électriques. Ok, merci. Alors, si j'ai bien compris la question. Pour l'avantage en nature, c'est le prix d'achat pour avoir un malus ajouté. Je crois qu'il y a des mots qui, quand la personne a tapé, vous Pour avoir un l'avez malus pas. ajouté. Ouais. Bon, on la reposera. Ouais. On Il faudrait des sur la précisions en fait, personne. parce que là c'est Oui. difficile effectivement d'y répondre. Sur la mobilité régionale, on a eu des questions. À compter de quelle date le versement de la mobilité régionale? Alors, le versement mobilité régionale, en fait, aujourd'hui, c'est une possibilité pour les régions de le mettre en place. En région Centre-Val de Loire, aujourd'hui, en 2025, il n'y a pas eu de mise en place de ce dispositif, D'accord. pour l'année 2025 en tout cas. Après, pour le futur, je ne sais pas. On n'a pas d'informations pour le moment, mais en tout état de cause, en fait, si ce versement mobilité est mis en place, ce sera par une délibération du Conseil régional. Et cette information, on la trouvera où? Elle sera diffusée, je pense que Même via la presse c'est aussi, ça. je D'accord. pense que... Parce que c'était l'autre. Voilà, les autres questions Sachant que qui dans étaient, certaines régions, il y a eu quand même déjà des régions qui se sont opposées fermement à la mise en place de ce nouveau versement mobilité régionale. Donc voilà, que ce soit sur un refus ou une mise en place, on devrait quand même avoir Oui, il y des aura une informations publicité, publiques. tout à fait. Que comprenez-vous dans le coût global de l'AEN véhicule pour un véhicule loué? Alors là, ça ne change pas, c'est comme auparavant. Si le carburant il est pris en charge par l'entreprise, on va avoir le coût de location, l'assurance, l'entretien et le carburant. On va arriver aux exonérations. L'exonération spécifique aux OIG s'applique-t-elle dans les ZFRR? Ah oui, alors... Il faut peut-être déjà redéfinir OIG. Donc, organismes d'intérêt général, effectivement, ils ont un dispositif d'exonération un peu spécifique. Et effectivement, si de tels organismes sont situés en ZFRR, aujourd'hui, ils peuvent aussi bénéficier de l'exonération. Mais par contre, cette exonération ne concerne que les salariés dont les contrats sont antérieurs au 1er novembre 2007, comme auparavant. Voilà, en fait, c'est la continuité Exactement. de l'exonération ZRR. Je reviens sur une question précédente. Concernant l'avantage en nature pour un véhicule loué, si l'employeur prend en charge le carburant, donc calcule à 67%, cela signifie-t-il que le salarié pourrait utiliser sa carte carburant pendant ses congés repos? Eh bien oui, puisque si le carburant est pris en charge par l'entreprise, en fait, le calcul de l'avantage en nature en tient compte. Et du coup, le salarié peut utiliser son véhicule, mais aussi la carte carburant durant les déplacements personnels, en fait. D'accord. Une toute autre question. La PPV est-elle communément appelée la prime Macron? Alors, historiquement, effectivement, c'était la prime Macron, donc qui avait été mise en place en décembre 2018, si je ne dis pas de bêtises. Elle a été reconduite, alors on a entendu la prime Macron au départ, après la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, ou autrement appelée PEPA. Et depuis 2022, on est sur un dispositif nommé PPV, donc prime partage de la valeur. Mais effectivement, on est sensiblement sur les mêmes conditions, on va dire. Après, chaque dispositif a été mis en place par des textes différents, donc il peut y avoir quand même quelques nuances, en tout cas pour
l'application du régime social de faveur. Sachant qu'en plus, sur les PPV, c'est désormais un dispositif pérenne. Tout à fait. Donc normalement, il n'a plus trop vocation à changer au niveau de son intitulé, du moins, puisqu'il a été posé désormais par un texte à reconduction sans limite. Une autre question, j'ai entendu parler d'un changement de taux pour les auto-entrepreneurs loueurs de chambres d'hôtes. Qu'en est-il? Alors oui, mais ça c'est un changement donc, qui n'est pas directement lié à la réforme et aux lois financières, mais qui est lié à une loi qui est parue en fin d'année 2024, qu'on a un peu appelée la loi Airbnb. En fait, désormais, les chambres d'hôtes, au même titre que les loueurs de meublés classés de tourisme, ils font désormais partie de la même catégorie que les autres loueurs de meublés. Donc désormais, ils reposent tous sur les BIC, donc les bénéfices industriels et commerciaux de services. Donc c'est pour ça qu'on a un changement de taux avec une augmentation des taux de cotisation et de l'abattement, puisqu'ils ne font plus partie de la catégorie des ventes comme jusqu'ici. Mais voilà, ça c'est lié à une loi qui est parue en fin d'année dernière. J'en ai fini avec les questions. Il y a plein d'autres questions qui sont arrivées, mais voilà, le temps de les traiter. On va s'arrêter là sur les questions qui ont été posées. Un grand merci à toutes les deux. Je vous laisse clôturer. Oui, tout à fait. Alors, Aude et moi vous remercions en fait d'avoir participé donc, à ce webinaire. Nous remercions également nos experts donc, qui ont répondu en direct à vos questions ou qui les ont fait remonter, en tout cas pour qu'on puisse y répondre. Les questions pour lesquelles on n'aura pas pu apporter de réponse aujourd'hui feront l'objet d'une réponse dans la foire aux questions qui vous sera transmise ultérieurement. Oui, hein, pour rappel, vous aurez un email envoyé prochainement avec le lien du replay, le support de présentation, la foire aux questions et une enquête de satisfaction. Donc en attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans la zone de chat ou encore poser vos dernières questions puisque la zone de chat reste encore accessible quelques minutes. Voilà, il ne reste plus qu'à clôturer et vous souhaiter une très bonne après-midi. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.